Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 243 de Sur la Terre des Hommes. Premièrement, Anthony Pomerleau, comment vas-tu? Bonsoir, Jérémy. Je suis très heureux, Anthony, de te voir chez moi dans le studio de Sur la Terre des Hommes, ou comme j'ai dit sur la page des membres Patreon, dans le split, dans la salle des congélateurs. Pour répondre à ta première question, je vais très bien, merci. Oui, bon. Écoute, je suis très confortable chez vous, très confortable dans ce petit studio coquet qui est le tien, Très mon cher coquet. Jérémy. Et puis, on a tous les outils nécessaires pour faire un très bon podcast ce soir. Oui, et puis je pense qu'on a trouvé une belle formule. On va faire cet épisode-là. Et puis, c'est ça, ça me rappelle des souvenirs. On en parlait avant de Oui. l'enregistrement. Ça rappelle des souvenirs du temps qu'on faisait Maillot pas de côte ensemble. Absolument, absolument. Ouais. Qui est la genèse de notre vie podcasteur et puis Oui. qui a mis au monde les belles idées dont Jérémy a poursuivi avec Sur la Terre des Hommes. Qui aurait dit que, Oh my God. que Maillot pas de côte mettrait au monde, accoucherait de Sur la Terre des Hommes? C'est formidable. C'est assez spécial d'imaginer Maillé, pas de manteau, qui accouche Sur la Terre des Hommes. c'est Écoute, si tu es à l'écoute, Simon, On te salue. on te salue bien bas. Exactement. Alors, merci, Anthony, d'être là ce soir. Ça me fait plaisir. Et puis, Jonathan Saint-Prof dit le Pierre, comment vas-tu, mon ami? Salut tout le monde. Ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas en direct, ont peut-être compris que j'étais pas là au dernier épisode avec Monsieur Amavi sur le chemin Roxham. Et comme j'étais pas là, j'ai pris la peine de l'écouter. Puis je voulais encore une fois vous féliciter. C'était un excellent épisode. J'étais presque jaloux de ne pas y avoir participé. Donc, beau travail, les gars. C'est Je lui, lève mon chapeau bien lui. bas. C'est lui qui est excellent. Là, Oui, mais dans le sens que votre épisode à vous, parce que je me suis exclu de celui de lundi. Mais ce n'était pas la seule, comme on a dit dans le dernier épisode, c'était pas la seule fois que M. Amavi, qu'on va commencer à dire Lovejoy, c'est rendu notre ami, c'était pas la dernière fois qu'il venait sur la Terre des Hommes. On a notre nouveau collaborateur sur la question africaine, je pense. Ouais. Et puis, dernièrement, aussi, une nouvelle collaboratrice avec Politique américaine. Écoute, ça, c'est un autre épisode de chouchou que j'ai eu de vous. Oui, avec Valérie Baudouin. Absolument. J'ai vraiment dévoré cet épisode. Et j'étais nerveux. Excellent. J'étais tellement nerveux avant cet épisode-là parce que j'adore le travail. Je respecte beaucoup le travail de Valérie Baudouin, qui est tellement clair dans ses explications, qui vulgarise tellement bien la politique américaine. Qui est dans les médias traditionnels à tous les jours. C'est tout le temps stressant de recevoir quelqu'un comme ça, mais qui est tellement une personne tellement gentille en même temps. Généreuse de son temps aussi. Elle a quand même pris une heure de sa soirée. Absolument. Valérie Baudouin, comme j'ai dit, qui est dans les médias à tous les jours, c'est sa job. Le soir, après, elle aurait pu nous dire non, désolé. Je respecte beaucoup votre travail, ce que vous faites. Merci pour l'invitation, mais non. Mais je respecte pas votre travail, fuck you. Mais non, qui a eu du plaisir, je crois, à venir sur la Terre des Hommes. Et puis, qui, espérons, nous allons la recevoir à nouveau. Mais moi, Jay, je peux te donner un inside. Là. Je pense que le fait d'avoir déjà eu Catherine Fournier sur le podcast t'a aidé beaucoup parce que c'est sa meilleure amie. Ah, OK. Bon, salut Mme Fournier. Tout est dans tout. Que j'ai reçu à l'époque où est-ce qu'elle était députée indépendante. Oui. Qui n'était pas encore mairesse de Longueuil. Toi, que tu as reçu aussi dans les défunts Agora du prof que effectivement. Je suis tellement déçu, Jonathan, qu'il n'y en ait plus. En fait, Jay, c'est que les invités que j'aurais eus sur les Agora, je les amène dans ton podcast. Dans notre podcast, mon cher. Ouais, dans le sens que j'ai juste changé la formule. Exactement. Et puis là, j'allais oublier, mais professeur Roussel, comment allez-vous, mon cher? Inoubliable. Ouais, moi, ça va super bien. J'ai envoyé l'inoxydable, je pense que c'était plutôt. L'inoxydable. Oui. Non, moi, je suis super content. J'ai envoyé le manuscrit de mon livre sur la Deuxième Guerre mondiale à l'éditrice. C'est dans la machine à saucisses. Super. Ça s'en vient. Moi, je suis en train de terminer, en parlant d'ouvrage, je suis en train de terminer mon dernier roman. C'est pour ça que je te posais des questions, mon cher Stéphane, sur combien de mots tu écris par ouvrage, tout ça, parce que j'essaie de me comparer. Mais, le problème, c'est que j'en écris trop, il me force toujours à couper. J'ai dû enlever 12 000 mots sur les 42 000 qu'il y avait dans la version originale. C'est ça la T'en as juste 30 000?
Ouais. C'est une collection de livres assez succincts, là, donc... Très synthèse. C'est ça qui est beau quand tu es ton propre éditeur. Tu peux décider du nombre de mots que tu mets dans tes ouvrages et ça me rend... Non, des fois, ça va être ton imprimeur qui va te ramener à la réalité en te disant que si tu me donnes 500 pages, ça va te coûter tant par livre. Ah oui, le prix du papier, hein, le prix du papier qui a augmenté dans les dernières années depuis la pandémie, c'est vraiment incroyable. Voilà. On devrait faire un épisode un jour sur le monde de l'édition, mais ce soir, messieurs, premièrement, Jonathan et professeur Roussel, Stéphane, merci beaucoup de vous joindre à nous parce que les auditeurs, les abonnés de Sur la Terre des Hommes ne le savent pas, mais hier, vous m'aviez dit que vous ne pourriez pas être présent et quand vous m'aviez dit tantôt que vous le seriez, eh bien, j'étais très heureux. Ça a été vraiment limite. J'arrivais connecté à 8h07, un petit peu en retard. Fait que grosse semaine au travail? Ouais, ben ça roule pas mal tout court. Là. En général, c'est une bonne semaine. On va dire ça de même. Ça n'est une bonne. Le congé de Pâques va faire du bien. Oui, vraiment. Hein? Il ne reste qu'une journée en passant. On va faire un lien santé mentale. Là, je pense qu'une pause pour tout le monde, ça sera pas mauvais. Puis ça peut être en même temps l'introduction de notre chapitre parce qu'il n'y a pas juste nous, je pense, qui ont au congé, les jeunes aussi, je peux vous le confirmer. Justement, qu'est-ce que je vous ai envoyé sur le plan de l'épisode, je ne l'ai pas écrit, mais on va parler des jeunes parce qu'on est trop. J'allais dire trois, mais non, il y a 3 écrans dans le StreamYard, mais on est. trois personnes, excusez-moi. Stéphane, toi, tu travailles aussi dans les écoles, mais plus avec des adultes, n'est-ce pas? Mais les adolescents, on est 3 gars qui travaillent dans des écoles secondaires. Oui. Et puis, on va parler justement de cet aspect psychologique, cet aspect de santé mentale chez nos jeunes. La pandémie, je trouve que ça s'est exacerbé. Oui, je te dirais par contre que ça me touche aussi parce que quand tu sais que le tiers de nos étudiants, je pense, sont des étudiants étrangers, majoritairement des étudiants africains, les dernières années n'ont vraiment pas été faciles pour eux là, avec la pandémie puis tout ça. Donc, ça a été un enjeu aussi dans les universités les problèmes de santé mentale. C'est vrai, ces jeunes-là, les jeunes qui sont sortis du secondaire, on va dire ceux qui sont sortis du secondaire en 2020, n'ont pas connu un parcours collégial comme nous, on l'a connu. C'est-à-dire, bien sûr, d'étudier à tous les soirs, de ne pas sortir le jeudi soir, le mercredi, le vendredi. Ils n'ont pas eu un parcours comme on a eu, c'est-à-dire avec une socialisation, ma foi, extrême qu'on a connue. Eux, ils ont été confinés pendant la pandémie. C'est très différent, n'est-ce pas? Je dirais toutes les populations d'âge qui ont eu à avoir une transition assez majeure, comme de passer du secondaire au collégial, DEP, etc., ou de passer de la 6e année au secondaire aussi, ça a eu de l'impact. Parce que, rappelez-vous, de 5 ans. Rappelez-vous, 2020, à la fin d'année, les cas d'élèves qui ont dû redoubler se sont fait très, très rares. On a donné une année en bonbon à tout le monde. Ouais. Et puis, il y a certains de ces élèves-là, présentement, que ça l'a traîné jusqu'au première secondaire. Et puis, en ce moment, en tout cas, dans la polyvalente que je travaille, je trouve que ça se fait sentir. Et puis, c'est sûr que les cohortes, par exemple, là, ils peuvent, des fois, ils ont plus de comportement, moins de comportement, etc. Mais là, on avait une avec des bons troubles de comportement qu'on voyait depuis qu'ils étaient jeunes. La pandémie rentre là-dedans. Pas beaucoup d'autonomie, d'organisation au travers de ça. Je dirais, là, le début d'année. Même des acquis, absolument. Des acquis académiques qui auraient dû avoir dans ce printemps 2020 qui n'ont pas eu, qui auraient dû, justement, comme tu as dit, il y a plein de jeunes au Québec, puis même partout dans le monde, là, qui auraient dû doubler, qui auraient dû recommencer leur année, mais on leur a donné. Le choix du Québec, ça a été de donner, comme tu as dit, ça a été une année bonbon. On l'a donné, puis on... Un passe-droit. Un passe-droit qu'on va s'en ressentir pendant encore... une ou 2 générations d'élèves, c'est-à-dire à peu près 10 ans. Moi, je crois que les jeunes qui étaient, admettons, en première année en 2020, qui sont maintenant en 3e, 4e année. Mon fils. Ton garçon, ça va avoir de la misère jusqu'en secondaire 5 pour plusieurs.
Absolument, mais tu sais, je ne veux pas non plus me montrer comme étant l'apôtre du redoublement. Tu sais, moi, je suis plus un apôtre de mettre des choses en place pour adapter, aider la continuité. Puis, tu sais, l'aspect social est super important. Mais je crois que toutes ces mesures-là ont fait en sorte que ces pauvres élèves-là n'ont pas eu accès à tous les outils possibles et puis ont été garrochés. Avec des attentes au niveau de l'enseignement, je crois qu'il était quand même assez, pas trop élevé, mais on a même dû reculer de plusieurs pages ou chapitres pour reprendre cette mise à niveau-là. Et on le ressent encore dans le premier cycle du secondaire présentement. Je ne sais pas si ça fait partie des sujets de ce soir, mais... Non, mais je voulais justement en parler parce que j'avais oublié de l'écrire. C'est quelque chose que je trouve... Je peux te faire l'avocat du diable, toi, Anthony? Oui, je suis d'accord avec toi pour le secondaire. Ceux du secondaire l'ont vraiment difficile, mais il ne faut pas sous-estimer l'adaptation des plus jeunes. Pour vrai, des plus jeunes qui ont commencé leur école en mode pandémie s'en sont sortis beaucoup mieux que ceux qui ont pogné une pandémie pendant leur éducation. Enfin, j'ai beaucoup plus peur pour nos ados que pour nos plus jeunes. Ça, c'est mon avis très, très personnel, par exemple. J'ai tendance à penser aussi comme toi parce que, puis même genre jeune adulte, parce que des fois, on le sait qu'au niveau de la santé mentale, c'est là ça se cristallise. Et puis, il suffit de vivre des moments soit très anxiogènes ou des moments où on devient plus asocial pour se retrouver peut-être dans un spectre qu'on ne veut pas se retrouver nécessairement dans notre vie ou notre santé mentale. Puis je suis tellement d'accord parce que je regardais mon fils, lui, le masque, même la COVID quand il l'a eu, on dirait que tout, il passait sur le dos. Puis mes enfants plus jeunes, c'était plus difficile. Lui, il est au début du primaire. Colibin, ça a quand même bien passé. Ton plus jeune garçon, Léonard, qui est pas mal de l'âge de mon Caleb, cette tranche d'âge-là, ils ne vont pas ressentir les effets de la pandémie. Même pas vacciné, mon Léo. À ce moment-là, on était plus ou moins sûr. Fait que là, non, lui, il n'a pas été vacciné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il n'a pas porté de masque. Fait que le seul truc, lui, c'est se laver les mains et pas sortir souvent. Dans ce temps-là, il y avait 3 ans, ces enfants-là, il faut dire. Là. Toi, Joe, à ton école secondaire, est-ce que tu ressens des effets de la pandémie? C'est ça du côté social, du côté académique. C'est quoi tes observations à ton école? Moi, j'ai pas l'impression que ce que je vois, c'est des conséquences de la pandémie. Je pense que c'était des problèmes qui étaient déjà présents, mais qu'on a juste, dans le fond, plus dans le radar parce que là, on y porte attention. Mais pour moi, en secondaire 5, l'anxiété, c'était déjà dans le tapis bien avant la pandémie, puis ça allait toujours de pire en pire. C'est ma 5e année que j'enseigne au secondaire, puis c'est ma 6e année que j'enseigne en secondaire 5. Puis, c'est vraiment exponentiel. À chaque année, il y a toujours de plus en plus d'anxiété et c'est principalement de l'anxiété de performance que je vois. Des médications, il y en a en quantité industrielle. Moi, je peux vous dire qu'il y a presque une fille sur 2 qui est médiquée pour l'anxiété au secondaire 5 présentement. C'est complètement hallucinant. Les antidépresseurs aussi sont très communs chez nos adolescentes, entre autres. Surtout, je vous dirais que c'est principalement, puis là, je ne veux pas généraliser, mais je pense que c'est principalement un problème féminin. C'est surtout des filles que je vois avoir ces problèmes-là, peut-être parce que les gars ne s'ouvrent pas pour en parler, mais moi, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, et surtout ce que je détecte, parce qu'on le voit, on la voit, cette anxiété-là, quand on voit des jeunes surperformer, mais tellement angoissés pour un résultat, quand finalement, ils finissent par avoir 100% à chaque fois, de toute façon, mais qui se font tellement pas confiance que je pense pas que c'est la pandémie. Je pense que la pandémie nous a juste permis de voir quelque chose qui était déjà présent. Est-ce que ça l'a amplifié? Peut-être, mais j'ai pas le feeling que c'est arrivé avec la pandémie. Ça, c'est sûr et certain. J'aimerais faire du pouce là-dessus. Je trouve ça intéressant parce que c'était un peu le point de vue que je voulais apporter ce soir quand je te disais, j'ai quand même un point de vue, je disais optimiste sur la suite des choses, optimiste dans le sens que je trouve qu'on revient à ce que je traitais avec les élèves avant la pandémie. J'en reviens à des problématiques différentes. Il n'y a plus les mesures comme aussi serrées dans l'école. Fait que déjà là, en partant, les conflits entre adultes, les conflits d'autorité, c'est terminé par rapport à ça.
Toutefois, ce que je remarque, par contre, un peu comme Joe va mentionner, c'est qu'en effet, l'anxiété, puis il y a une espèce de pression qui se présente. Puis ce que j'entends beaucoup dans le discours des parents, c'est va chercher ton secondaire 5, même avec certains jeunes hommes, va chercher ton secondaire 5 quand on sait très bien qu'il peut avoir divers chemins différents. Le marché de l'emploi, ça peut s'atteindre de façon différente. Puis des fois, ben, ça les pousse à abandonner. Moi, dans une école consacrée sur le hockey, où on a 2 gars pour une fille, on le ressent beaucoup qu'il y en a qui vont prendre le petit secondaire 5 facile. Là. Joe, je ne sais pas si c'est ce que je veux dire, là, mais tu sais, les choix de code du secondaire 5, c'est facile. Dans notre langage, la maths 5-14, puis les cours de cuisine, puis les 2-3 cours de gym. Puis, écoute, non, Puis, on a beaucoup de comportements cette année. On avait une cohorte déjà qu'on voyait un peu venir à ce secondaire 5-là, mais vraiment immature au niveau des comportements. Puis, ce que je me disais, c'est que tous ces gars-là, ils pourraient être en train de clencher un DEP, puis être bientôt sur le marché du travail. Ils sont prêts à ça. Ils s'ennuient à l'école. Puis, de l'autre bord du spectre, tu as l'autre groupe qui est fait différemment. Puis là, tu sens l'anxiété en rentrant là. Surtout quelques temps avant la fameuse date limite là, des demandes d'admission au cégep. Et puis là, on a déjà des élèves là, qui ont des réponses par la positive et aussi par la négative. Il faut travailler avec ça aussi. Donc, je suis un peu dans le même sens que Joe, puis je dirais, à la limite, oui, ça a exposé des trucs, puis je pense que de plus en plus, ça serait intéressant de justement d'être capable de mettre en place, parce qu'on en a des programmes, on n'a juste pas le temps de les mettre en place, mais de se trouver les ressources nécessaires, ce qui n'est pas toujours évident. Ben c'est ça, c'est les ressources. Parce pour faire cette sensibilisation-là, pour les aider, ces pauvres enfants-là, les outiller avant qu'ils partent au cégep, parce que veux pas, tu peux pas faire ça en une rencontre de 45 minutes, il faut t'accompagner. Peux-tu rappeler, parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans le podcast, là, oui. mais rappeler ton travail, ton mandat dans une école secondaire. Absolument. Qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, je travaille en psychoéducation. Okay. Si j'avais. Je suis intervenant dans l'école. Je m'occupe aussi, là, je coordonne beaucoup les services dans ce qui s'appelle le service à l'élève. Je travaille avec des TES, on a des travailleurs sociaux aussi, infirmières et tout. On est tous dans le même petit bloc. Et puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec la direction adjointe à essayer de garder un climat d'apprentissage le plus zen possible, on pourrait dire. Et ça vaut autant au niveau de gérer les comportements que de gérer, exemple, les problématiques au niveau soit organisationnel ou des trucs comme l'anxiété, entre autres l'anxiété de performance. Écoute, moi, c'est une des choses que je trouve vraiment inquiétante. Dans le fond, j'ai 2 dossiers, 3, je dirais, mettons, en tête que je trouve inquiétants. Les troubles alimentaires, l'anxiété de performance et les gamers. Les gamers qui sont très dur à motiver quand ça ne leur tente pas d'accrocher sur quelque chose ou que c'est pas assez vite. C'est une dépendance, c'est un des mal. Un des mots. Je trouve ça plus facile de travailler qu'un délinquant, un vrai bum, qui a travaillé des fois avec un jeune qui est comme dans le gaming puis que tout ne roule pas assez vite. Il passe sa nuit là-dessus. Il y a des conditions de vie et de social assez exécrables. Donc, là, je viens de faire un portrait un peu caricatural de tout ça. Là. Mais bref, ça, c'est 3 aspects qui m'inquiètent beaucoup. Oui, Anthony, je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que tu as parlé surtout des gamers. On s'entend que, sans vouloir encore une fois généraliser, c'est principalement un problème de garçons. Oui. Mais nos filles, eux, sont sur TikTok, sont sur les réseaux sociaux, puis ils vont texter, ils vont s'envoyer des snaps, et ça peut être aussi toute la nuit. C'est la même chose. Oui. Combien d'élèves qui me disent que, tu sais, où je les écoute parler, tu sais, quand je suis à mon bureau naïvement, puis ils se parlent entre eux, passer sa soirée, sa nuit sur TikTok, passer sa soirée, sa nuit à envoyer des snaps ou des messages avec son chum, on entend beaucoup. Fait que, tu sais, ils ont les mêmes, je vais dire, patterns, les mêmes façons de fonctionner, mais pas avec le même médium, on pourrait dire peut-être. Mais ça reste que c'est un problème qui est généralisé autant gars que filles. Oui. Ça fait... ça fait peur. Donc, la technologie serait en partie responsable de ce qu'on voit émerger. Parce qu'on a cette impression-là. Je sais que Jay va aller sur cette piste-là, à savoir est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce que c'est simplement qu'on le voit plus qu'avant? Ou est-ce qu'on est plus sensibilisé à la chose? Parce que moi, je me souviens, j'étais un ado, du temps qu'il y avait des Nintendo puis des PlayStation, tout ça. Mais... Je suis un enfant Nintendo, je ne suis pas honte de le dire. Oh, mais j'ai pas eu de problème. On dirait qu'aujourd'hui, il y a un problème vraiment
de dépendance. Parce que, il y avait beaucoup de jeunes qui gamaient dans les années 2000, entre 2000 et 2006, là, mon parcours d'adolescent. Mais moi, au moins, j'avais un père chez nous qui me disait c'est de telle heure à telle heure, puis après ça, c'est fini. Sinon, je débloque ça, puis tu ne le verras plus, ton PlayStation 2. Chez nous, c'était le même. Mais le problème, Jay, c'est que c'est le jeu en ligne. C'est que les jeunes jouent entre eux avec des amis, même si ce n'est pas des gens qui côtoient, c'est leur cercle social en même temps. Chose qu'on n'avait peut-être pas en 2006. Je ne me rappelle pas avoir gamé en ligne quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte. On se ramassait 3-4 dans un salon, puis on jouait avec 4 manettes sur le même PlayStation. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin. Fait que c'est surtout, je pense, l'aspect social. Les jeunes ont appris à socialiser avec les jeux vidéo. Les filles ont appris à socialiser avec les réseaux sociaux. C'est plus ça donne le bon et le mauvais qui vient avec, malheureusement. Puis dans les années 2000, début années 2000, première moitié des années 2000, pour jouer en ligne avec tes amis, il fallait que chacun amène sa... Tu sais, les consoles, pour les ados qui nous écoutes en ce moment... Ouais, un LAN party. Un LAN party, il fallait que tu amènes ta tour d'ordi avec toi. Fallait que tu fasses ça, là. Dans un endroit qui permettait cette connexion-là, genre dans une école, dans un centre communautaire. Ouais, parce que ça prenait le nombre de plugs qu'il fallait. Non, parce que dans les maisons, la connexion Internet, c'était soit du 56K, la ligne téléphonique. Ouais. C'était impossible. Il fallait que ça soit justement, comme tu dis, dans un endroit où est-ce que, premièrement, le Wi-Fi n'existait pas. Non. C'était vraiment, il fallait que tu aies des fils. C'était impossible de faire des LAN parties. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je repense encore, tu sais, c'était, comme je disais tantôt, les geeks à l'époque, ceux qui étaient vraiment comme ceux qui allaient étudier en informatique. Là. Ils jouaient à Counter-Strike, puis il y avait Ventrilo, puis, tu sais, il y avait Unreal Tournament. Ouais, absolument. Ouais, Age of Empires un peu avant aussi. Puis, maintenant, c'est vrai, c'est accessible à tout le monde. Puis, ce que j'ai remarqué là-dedans, c'est que c'est comme tout la solution facile. C'est facile d'avoir un téléphone puis d'avoir tout au bout des doigts. Jusque si on est capable de travailler certains trucs, je pense entre autres au projet musique. Moi, j'ai un de mes jeunes qui était accro tête à tout ce qui était jeu vidéo. Puis quand il n'avait pas ça dans les mains parce qu'il se faisait confisquer, il faisait des couplades d'impose. Mais maintenant, il a essayé de jouer la guitare une fois, puis il a pris des cours avec François Lafèvre de Ville-Marie, qu'on salue, qui nous donnait ça à l'école. Puis là, présentement, il est en train de monter un band. Et puis, depuis ce temps-là, il ne game presque plus. Fait que, tu sais, je me suis dit, est-ce que c'est la solution d'essayer, tu sais, un peu comme on parlait des fois de la dépendance de la cigarette, des fois, c'est de trouver quelque chose pour compenser. Remplacer, exactement. Puis là, j'ai vu à la musique une belle solution. Puis sérieusement, je suis victime du succès de ça. J'ai équipé un local au complet, 2 guitares électriques, ampli, bass, guitare acoustique, drum, kit de son. Nomme-les, on s'est tout équipé bien comme il faut. Ben là, à cette heure, ça fait à fil, puis on est obligé de réserver des midis. Là. C'est pour montrer. Nous autres, qu'il y a d'autres choses. Ce sera pas long. C'est pour montrer qu'il y a d'autres choses que le gaming pour certains, qu'il y a d'autres choses que les réseaux sociaux pour certains. Moi, ça fait des nouvelles gangs en plus. J'ai de mes élèves que je leur demande, tu sais, tes passions à part telle chose, c'est quoi? Puis ils ne sont pas capables de me répondre. C'est une chose. Ce qui est triste, parce que justement, à l'adolescence, toi aussi, je pense que c'est là, tu commences à, je sais pas, t'expérimentes plein d'affaires. La guitare, moi, c'est là que j'ai appris à jouer de la guitare. Ouais. L'impro, tout ça. Dans le temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux, on faisait plusieurs choses. Tu expérimentes des affaires, mais maintenant, on dirait que c'est une seule chose, puis ils se donnent à fond dans une affaire. Vas-y, Joe. En fait, c'est pour faire du pouce sur ce que Anthony disait. Nous autres, à notre école, un peu sur le même principe, on s'est grillé d'ordinateurs pour faire du beatmaking. Donc, on a des gros ordinateurs pour faire de la musique électronique. Puis, à tous les midis, il y a des jeunes qui font des beats puis qui essayent de starter, je veux dire, une carrière musicale. Il y en a qui le font pour faire des beats pour d'autres. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent être, je veux dire, indépendants, faire leur propre musique, mettre des paroles. Mais un peu comme tu dis, ces jeunes-là ne sont pas en train d'aller vapoter dans un corridor ou aller dehors. Ils ont un focus, ils ont un but. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose avec les sportifs ou ceux qui ont, je veux dire, une option, exemple, ceux qui sont en hockey, ceux qui sont en badminton, en basketball, ils ont une passion qui les amène à penser à autre chose. C'est ceux qui n'ont rien qui les accroche, qui vont facilement tomber dans le pattern. Puis c'est dur d'aller les chercher parce que justement, s'il n'y a rien qui les intéresse, ça va être facile de se tourner vers la manette puis d'aller faire des piou-piou-piou un peu partout. Hein. Puis le retour de la vie culturelle à l'école, par exemple, nous, ça faisait 3 ou 4 ans qu'il n'y avait pas eu de spectacle. On a une animatrice maintenant, dans le fond,
c'est une technicienne en loisirs qui travaille dans nos écoles. Et puis, on a monté ce qui s'appelait les talents cachés. Écoute, il y a des jeunes qui sont venus auditionner et puis finalement, on a fait jusqu'à une finale. Au travers de ça, on avait une ventriloque de secondaire 1 qui chantait dans 4 langues différentes. C'est donc. Elorano. Regardez ce nom-là en tête, c'est assez exceptionnel. Écoute, elle a chanté Allegria avec sa marionnette. C'était très impressionnant. On avait, oui, beaucoup de talent en chant. On a une jeune fille aussi là, de Lorrainville, là, que son frère, entre autres, commence à émerger au niveau musical, qui a fait du chant à Maëlie Gamache. Il y a le band que j'ai parti avec les boys, il s'appelle Illusion, qui nous ont fait un beau medley rock, entre autres, qui ont réussi à gagner. Et puis, ce qui était génial, c'est que tous les médias témiscaminais étaient présents et ils ont eu une couverture de ces médias-là à la suite de ce spectacle-là. Fait que là, je me suis dit, écoute, la vie culturelle, c'est quelque chose qui a été très sur pause pendant la pandémie. Puis là, en ce moment, je vois à travers de ça une façon de s'en sortir. Puis quand j'entends, Joe, que tu dis qu'à Rouen, les jeunes capotent à faire des beats le midi, puis ils veulent en vendre ou ils veulent l'utiliser pour leur carrière. Puis on sait que Rouen, c'est un berceau d'artistes. Là. Écoute, moi, ça me donne beaucoup d'espoir là, pour le retour, justement. Puis juste pour aider à gérer peut-être certains trucs au niveau soit de l'anxiété, mais de l'estime de soi, la confiance en soi au travers de ça, et puis socialiser. Exactement. Pour partir dans les projets, justement, on parle de nos projets respectifs. Moi, depuis que depuis que j'ai enseigné à Témiscamingue, c'est là qu'on s'est... on se connaissait déjà, mais qu'on a travaillé ensemble. On a partagé la même voiture. Oui, on a fait du covoiturage, voilà. Eh bien, j'ai parti là-bas un podcast. C'est dans le temps, au début de Sur la Terre des Hommes. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas faire un podcast scolaire qui s'appelait EGT en podcast, École Gilbert Héberge. Alors, EGT en podcast. On a fait 154 épisodes avec ces élèves-là. Étalé sur 3 ans. Ces jeunes-là ont tripé, voulaient continuer à faire le podcast après mon départ parce que je suis parti en 2021. Malheureusement, je ne vois pas de nouveaux épisodes apparaître, alors ça n'a pas continué. Mais tout ça pour dire que quand j'ai changé d'école pour aller au Carrefour de l'attitude, je me suis dit, je vais faire la même chose. Je vais faire un podcast scolaire, le podcast de l'Est. Je fais une plug en passant, j'ai le droit. Ben oui. Le podcast de l'Est, qui est en podcast, c'est disponible sur toutes les bonnes applications de podcast. Et puis, là-dedans, il y a un jeune, il y a un élève qui veut partir son podcast, qui est en train de développer une passion pour les communications, que lui, il adore ce médium-là, qu'il se rend compte que c'est pas plus gênant de parler dans un micro que de parler à son professeur sans micro. Tu sais. Tu peux faire naître des passions avec certains projets comme ça, là, avec le podcast, avec la musique, avec des concours de talent, etc. Là. Puis justement, pour faire un lien avec notre sujet d'épisode, ça les fait changer les idées. Tu sais, c'est parce que quand tu te concentres trop, admettons, sur ton école, que là, tu vas développer de l'anxiété de performance, tu as de la misère à gérer parce que c'est juste une chose. Tu es vraiment sur ton étude, etc. Mais il faut avoir des loisirs dans la vie. Puis ça peut être n'importe quoi. Tantôt, on parlait de gaming, mais de gamer à un niveau raisonnable, c'est correct. Tu sais, moi, je suis un adulte de bientôt 34 ans, puis quand je ne fais pas de podcast, des fois, je vais gamer sur mon PS5. Je sais que Joe aussi, tu fais ça. Moi aussi. Toi aussi. Quand j'ai du temps, là, c'est mon échappatoire numéro 1. Toi, Stéphane, est-ce que tu games un peu? Est-ce que tu as ton vieux NES avec toi? Ton vieux Nintendo? Non. Non, c'est parce que je pense que Nintendo, c'est déjà un petit peu tard pour moi. Ça arrive sur le tard. Dans mon cas, non, j'ai jamais eu de Nintendo. Ah, ok, parfait. Par contre, j'ai eu ma période, tu sais, quand j'étais étudiant, je faisais mon docto, là. C'était à ce moment-là que Civilisation. Oh mon Dieu. Civilisation 2. Fait que oui, j'ai passé comme beaucoup de temps là-dessus. Mais à petite dose. Il n'y a rien de mauvais. Toute la petite dose n'est pas mauvais. À la limite, aucune addiction est mauvaise si c'est une addiction qui est juste, je veux dire, spontanée et contrôlée. T'sais. Exactement. C'est ça, tant que c'est pas l'addiction qui a le contrôle sur toi, mais que c'est l'inverse. Parce que si on gamait jusqu'à 3h30, 4h du matin, comme certains élèves le font, là, quelle face qu'on aurait dans nos classes le matin? Ça fonctionnerait ça serait la même affaire. Fait que
à petite dose, oui, mais sans tomber dans l'excès et dans la dépendance. Parce que oui, ça existe, la dépendance. Autant que quelqu'un peut être dépendant au jeu, au casino, c'est une dépendance. Tout peut être une dépendance. Faire des podcasts sur la Terre des Hommes, c'est une dépendance. Je vous le confirme. Tout à fait. Il y avait une petite notion, toutefois, là, que j'avais remarqué, surtout, exemple, les jeux un peu à la Fortnite, où il n'y a pas vraiment d'attente. Dès que tu termines, je ne sais pas si les jeunes sont capables à cette heure d'attendre dans certains contextes. Puis là, je prends ça comme exemple, ça pourrait être dans d'autres situations parce que là, le gaming a le dos large. Mais d'un autre côté, je ne veux vraiment pas faire l'apologie. Je suis vraiment pas contre ça, totalement pas. Mais comme tu as dit tantôt, là, quelque chose qui est bien équilibré au travers de tout ça. Et puis, ce que j'avais trouvé intéressant aussi dernièrement, j'avais une discussion avec mon médecin de famille, puis on discutait entre autres des capacités, là, puis toute la coordination œil-main qu'il peut avoir chez les gamers. Et il y avait certains trucs, maintenant, les chirurgiens peuvent travailler à distance. Et on se disait que dans le fond, être gamer pourrait être un atout pour les gens qui se dirigent dans des métiers comme ça. Donc, ce que je vois tout là-dedans, c'est de l'évolution, là, c'est clair. Là. Puis là, tantôt, on parlait entre autres de Civilisation 6, là, un jeu que j'ai... Ils sont rendus à 6, là? Oui, tout à fait. Je vais faire mon communion. J'ai jamais été capable de jouer à Civilisation. Je comprends pas comment ça marche. Pourtant, je joue à beaucoup de jeux, mais ça, j'ai jamais été capable d'embarquer. Fait que ça va pas assez vite, moi, c'est ça. Moi, j'ai joué un peu au 4, mais pas plus que ça. On a Francis No qui nous dit que le 7 est en production. Écoute, Francis, vraiment intéressant. Là, je lis un peu les commentaires que tu écris. Puis, entre autres, là, quand tu parles que ta mère tenait à que tu sois dans le sport et puis tu as été victime de bullying au travers de ça. Et puis, te retrouver peut-être une communauté plus saine dans le gaming. Puis en même temps, je ne suis comme pas surpris parce que le sport, on n'en parle pas beaucoup, là, mais on commence à faire de la sensibilisation. Puis là, on a des policiers puis des organismes qui viennent, entre autres, parler à nos sportifs pour nommer plusieurs trucs qui se passent, puis comment dénoncer aussi, parce que quand tu étais moins actif, tu participes à tout ça. Et vraiment, dans ce sens-là, je vois ça, là, que c'est bien normal d'avoir après 3 sports, de te dire, écoute, moi, là, je veux rien savoir d'être là-dedans, puis de trouver une autre passion. Puis c'est vraiment qu'est-ce qui fait en sorte, des fois, qu'un jeune va s'en sortir, c'est qu'il va être capable de s'accrocher à quelque chose d'autre, à la place de s'acharner à être une place qui n'est pas heureux. Là. Moi, je reviens toujours avec l'exemple de moi à 12 ans qui rentre en secondaire 1 à Lorrainville. OK? Je suis un petit garçon. T'imagines donc bien avec tes jogging puis ton gilet de Jurassic Park. Non, pas à ce point-là. Non, le côté vestimentaire, c'était respectable quand même. Ouais, vous étiez un bel homme. Oui, c'est plus tard que ça s'est gâté. Mais j'étais le petit gars gêné qui ne parlait pas beaucoup. Je parlais juste à mes amis qui venaient de la même école primaire que moi. Petites lunettes rondes, etc. Des jokes d'Harry Potter. J'en ai eu parce que c'est dans le même temps que la sortie du premier film d'Harry Potter, bien sûr. Mais moi, qu'est-ce qui m'a sorti de ma gêne? Parce que j'aurais pu être reclus dans mon coin et puis pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais moi, je me suis réfugié dans l'impro, dans l'improvisation. Parce qu'en secondaire 1, on avait de l'art dramatique et puis moi, j'étais inscrit à ça parce que de l'art plastique, j'ai jamais été bon en dessin, etc. Puis mes parents ont dit, parfait, tu vas faire de l'art dramatique. Mais j'étais nerveux d'aller faire de l'art dramatique, mais je me suis découvert là-dedans. La gêne est partie en dedans de 6 mois. J'étais complètement transformé. Je pourrais montrer mes photos, la fameuse photo d'école de secondaire 1 puis de secondaire 2. Et puis ça se voit dans mon village, dans mon visage, que je suis moins. Dans ton village. Même dans le village, on voyait que j'étais moins crispé. J'étais moins pris. Fait que c'est ça, c'est de se trouver une passion. Ça fait tellement du bien. Puis justement, parlons de santé mentale. C'est bon pour la santé mentale. Oui. Moi, je me souviens, en 2016, je traversais une période très sombre. Et puis, Anthony, 2014-15, on s'est rencontrés dans ces années-là. Oui. Je n'allais pas bien. OK? Tu l'as vu Je peux témoigner, oui, de cette époque. C'est ça, ça allait pas bien. On ne se connaissait pas beaucoup, mais tu me voyais assez souvent, tous les matins, pour dire, OK, ce gars-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, en 2016, est arrivé, on en parlait en début d'épisode, mais le podcast de Maillé Pas de Côte.
que dans ce podcast-là, un médium, le podcast que je ne connaissais pas. Non, non plus. En 2016, personne ne connaissait ça. Très underground. Ouais, C'était vraiment. très underground. Vraiment. Surtout au À Témiscamingue. part le Joe Rogan podcast, je pense qu'il n'y avait rien qui existait. Là. Exactement. Absolument. Mais il y avait un super producteur de podcast au Témiscamingue du nom de Martin Godette qui a parti le podcast avec Simon Maillé de Maillé Pas de Côte. Et puis Simon Maillé, qui est un ami commun à toi et moi. Oui. Et puis j'ai demandé à Simon, est-ce que je pourrais aller faire juste une chronique dans ton podcast, un podcast humoristique pour ceux qui ne connaissent pas Simon? Eh bien, dans le feed RSS de Sur la Terre des Hommes, les chroniques de radio, les chroniques SLTDH là, que je fais, c'est lui, Simon. Okay? L'animateur de radio avec qui je fais mes chroniques de 8 à 10 minutes, là, c'est lui, Simon Maillé. Et puis, Simon, on le connaît très bien. Ce gars-là est tout le temps en train de faire des jokes. Et puis, quand je suis arrivé pour faire le podcast, quand je suis arrivé pour faire le podcast de Maillé Pas de Côte, eh bien, cette flamme-là de communiquer, de parler, de rire, c'est revenu. Et puis, depuis ce temps-là, ça fait maintenant 7 ans, eh bien, je suis revenu à mes racines. Je suis revenu à mon bien-être du secondaire où est-ce que, justement, de parler, de communiquer. Moi, j'adore. Si je n'avais pas été en enseignement, avec le recul, je serais allé dans les communications. Mm-hmm. Parce que j'adore la communication et surtout le médium du podcast. Puis, tu sais, je repense entre autres à cette époque où on le faisait en chum dans un pub, bière à la main, pas de filtre. Écoute, non, c'est sûr qu'il y avait des morceaux à enlever parce que ça n'avait tout simplement pas de classe. Mais ça a vraiment été une façon, je pense, de aussi s'exprimer au travers de ça, d'avoir un social. Ouais. Puis on n'avait vraiment pas des grosses ambitions au départ. Là. Non. On fait ça pas mal rien que pour être des représentants du Témiscamingue qui font un podcast. On trouvait juste ça bien d'absurde qu'être au Témis puis avoir un podcast qui marche. Puis là, présentement, un des tops que je connais au Québec, il est fait à Ville-Marie avec Sur la Terre des Hommes. Oh, c'est donc bien fait. Tu sais, je me dis, encore là, tu sais, une passion qui se développe fait en sorte qu'on dirait qu'on projette dans l'avenir peut-être des trucs qui font en sorte que ça marche. Et puis, ça développe la confiance en soi, etc. Puis, je vois la même chose peut-être chez les ados, mais en même temps, il n'y a pas de presse. Puis, j'espère qu'ils se permettent d'explorer plusieurs horizons. Ouais. Puis, ben, pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, c'est bien correct. Là. Mais des fois, j'en vois qui se sentent mal. Puis chez Joe, sûrement que tu en rencontres aussi, qui n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'ils veulent faire. Et puis, j'essaie de les rassurer. Totalement correct. Puis il y a des choses que tu peux faire de constructif pendant ce temps-là quand même. Et puis, il suffit d'être bien accompagné. Et comme dans n'importe quel projet, là, d'être très bien accompagné quand on a besoin justement de support. C'est vraiment des ingrédients pour le succès. Puis, parlant justement de sur la... les gars. Vas-y, Jay. Je m'en allais changer de sujet, fait que je vais... Okay, juste pour conclure, j'allais juste dire que quand il y a eu la pandémie, OK, une chance que j'avais mon podcast, une chance que Sur la Terre des Hommes était là, et puis que c'était les débuts, Joe, de tes interventions, de tes participations à Sur la Terre des Hommes à toutes les semaines, c'est avec la pandémie. Il y en a des gens que ça les a affectés grandement, la pandémie. Côté social, les confinements qu'on a eus, l'isolement de certaines personnes, ça a affecté beaucoup de gens. Et puis, grâce à ces rencontres-là qu'on avait à toutes les semaines, puis même pendant le premier confinement, rappelez-vous, nos fameux épisodes qui sont peu écoutables de la COVID-19, là. Tu étais là dans cet épisode-là. Ouais. J'ai jamais osé les réécouter, je le répète, mais moi, ça m'a tellement fait du bien, justement, de jaser avec du monde, de ne pas juste voir, parce que dans le temps, on était confinés. Je ne pouvais même pas aller voir mes parents qui sont à 3 rues de chez nous dans ce temps-là. Là. Ouais. J'avais mon petit de 2 ans et demi, ma blonde qui travaillait parce qu'elle est dans le réseau de la santé. Ouais. Fait que toutes mes journées, j'écoutais Histoire de jouets, puis des vidéos de train sur YouTube avec mon gars de 2 ans et demi. J'étais isolé, mais le soir, 2 fois par semaine, dans ce temps-là, il y avait Sur la Terre des Hommes. Joe était là, grâce à StreamYard. On se parlait par StreamYard. On a fait un peu par Zoom aussi dans ce temps-là. Ensuite est arrivé Stéphane.
Puis c'est devenu un social. Ouais. Puis ça fait du bien. littéralement. Tu sais, juste de parler, oui, on se prépare pour des sujets, mais juste de parler, c'est un social, et puis c'est ça. Ça fait du bien à l'âme. N'est-ce pas, Stéphane? J'ai vu que ton micro était sur mute. Il fait un signe de oui. Oui, Je te confirme que oui, je faisais un signe de oui. Puis moi, justement, Jay, je voulais donner la parole à Stéphane parce qu'on a parlé beaucoup de nos ados, puis là, on parlait tantôt de leur choix, puis de... Moi, j'étais curieux de savoir comment ça se passe à l'université, Stéphane. Tu veux dire, la pandémie, quelles sont les traces que ça a pu laisser? Est-ce que tu vois des différences chez tes étudiants? Est-ce que le téléenseignement a scrappé tout le monde? Comment? Est-ce que tu vois vraiment une grosse différence entre le avant ou après, ou c'était déjà des patterns qui s'étaient installés, qui sont juste, dans le fond, plus exacerbés, ou c'est pareil comme avant? Je te dirais que je ne les vois pas, mais c'est parce qu'entre autres, mon université a découvert que finalement, c'est une maudite bonne affaire, l'enseignement à distance, parce que l'ENAP est étendu sur 3 campus à travers le Québec. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour l'ENAP de mettre tout le monde dans une même classe virtuelle, que ce soit à Gatineau, à Québec ou à Montréal, que d'avoir des profs qui se déplacent d'une ville à l'autre. Payer des avions à bout de champ. Des avions, des hôtels, des repas. Et moi, j'enseigne encore actuellement à distance. C'est mon cours cette session aussi. J'ai donné, depuis la fin de la pandémie, j'ai donné un seul cours de 15 séances à Montréal avant. Mais de voir, non, je ne vois pas ni chez mes collègues, ni chez mes étudiants, je ne sens pas de conséquences particulières, mais c'est vrai que le fait que maintenant qu'on soit encore beaucoup à distance, fait que tu as beaucoup moins ces contacts-là. Tu es moins capable de le sentir, tu es moins capable de le ressentir. La qualité du contact est différente. Donc, je ne saurais pas vous dire, mais je veux dire, les gens avec qui je travaille, ça commence à adapter. Puis moi, personnellement, le confinement, puis tout ça, j'étais confiné avec ma blonde. C'est mollo. Moi, non, c'est peut-être mon caractère qui est un petit peu aussi sauvage ou solitaire. Là. On est bien des fois de ça. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés là-dessus. Mais tu sais, une chose qui me motivait cet épisode-là aussi, c'est de dire, est-ce que l'impression qu'on a maintenant, d'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de détresse psychologique qu'il y en avait avant, ou c'est juste une impression? C'est quelque chose qu'on voit plus qu'on le voyait avant. On avait commencé sur cette idée-là tantôt. Je ne suis pas si certain que ça. Puis le fait aussi qu'il soit arrivé plusieurs incidents, ou en fait, plus des tragédies qui soient liées à la santé mentale, ou à la détresse psychologique, en tout cas, qu'on pense. Je sais que Jay, tu vas revenir là-dessus tantôt, mais ça donne cette impression qu'il y en a plus. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. Toi, c'est qui, là? Je regardais, voyons. Anthony, je regardais Anthony, c'est pour ça que dans mon esprit, c'était comme clair. Je m'excuse. Je me suis senti interpellé. C'était ça, t'as interpellé, je pense. Mais Anthony, c'est vrai que tu es la personne vers qui on se tourne pour en savoir plus ce soir. Ben, en effet, j'ai l'impression que c'est un peu comme bien des trucs que le fait qu'on passe peut-être un meilleur filtre maintenant nous donne une impression de peut-être une présence plus accrue. J'aimerais voir les statistiques. L'Université Sherbrooke en a fait pendant la pandémie, puis on remarquait entre autres là, chez les tranches d'âge qui sont à peu près, je dirais, jeunes adultes. Là, plus les milléniaux. Non, les Gen Z, en fait. Ouais, environ. Là, elle semblait vraiment vivre beaucoup plus de détresse. Je dirais oui, il y a comme un mélange un peu de tout ça. Je ne suis pas prêt à dire que nécessairement que c'est en montée. Je crois qu'en effet, il peut y avoir des événements comme une pandémie qui peut faire qu'il y a une montagne russe qui se fait. Moi, je pense qu'en revenant avec moins de contraintes, moins d'encadrement chez certaines personnes, ça peut être redevenu sécurisant. Par contre, il y en a peut-être qui ont des séquelles collatérales de tout ça. Et puis, on a dû travailler avec eux. J'ai fait quand même, et mes collègues aussi, plusieurs références vers des services externes parce que maintenant, à l'école, ça dépassait un peu ce qu'on pouvait faire. D'un autre côté, ce que je remarque parmi, mettons, les événements, tu sais, on parle de trucs peut-être des fois plus dans les extrêmes, hein, puis avec toutes les informations qui sont des fois
facilement débunkable, mais l'information qui circule sur Internet qui peut être un peu n'importe quoi. Ça permet d'apporter les gens, entre autres, qui peuvent souffrir de la santé mentale, de croire, entre autres, n'importe quoi. Et puis, si je pense, entre autres, au gars de MQI qui, lui, pensait qu'il y avait des postes de police chinois installés dans la vallée de la Matapédia, il y avait des trucs vraiment, genre, que tu te dis, OK, attends un peu, là, c'est épeurant, là, parce que là... Ben, veux-tu qu'on en parle maintenant du drame d'Amqui parce que... Oui. Écoute, ma famille de ma blonde vient de là. C'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, tu ne parles pas au travers de ton chapeau parce que ta belle famille, ta blonde vient de là. Oui, puis mes beaux-parents sont chez nous présentement, puis ils ont vécu ça à quelques centaines de mètres, là. Et puis ils connaissent les personnes auxquelles c'est arrivé. Et puis, tu sais, là, il y a eu des témoins que je connais très bien là, qui a sorti du Dollarama et remarqué là, cette scène d'horreur, revu le gars repasser pour tenter de revenir, entre guillemets, finir sa job, se rendre au poste de police qui est quand même à une certaine distance de là, qui aurait pu avoir d'autres victimes au travers de ça. Et quand on fouille un peu sur cet individu, on se rend compte que il souffre de problèmes de santé mentale. Il a fait un TikTok assez particulier, entre autres. Il avait comme premier but d'aller faire son carnage dans une cour d'école. Et heureusement, cette journée-là, il y avait une grève des transports, ce qui faisait en sorte que les écoliers, il n'y avait pas d'école. C'était comme une PE flottante, heureusement. Donc, ressorti, selon, en tout cas, de ce qui a pu être vu. Et puis, la polyvalente à Amqui, il y a comme vraiment un débarcadère en rond là, en avant. Là, lui, il s'en venait là, faire, mettons... la demi-lune. Absolument. Là, le gars, il se pense dans GTA. Là, c'est ça, là, clairement. Donc, ça l'a tellement ébranlé, cette ville-là. Écoute, c'est grosse pour ceux qui... Pour ceux qui nous écoutent de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est gros comme Lassar, à peu près. Hein? C'est plus petit. Plus petit encore, c'est plus petit. Écoute, c'est 5000 habitants environ. 5000. C'est dans la vallée de la Matapédia. Et puis, c'est une ville au travers de la 132 en t'en allant vers la baie des Chaleurs, comme on pourrait dire. Okay. Et principalement, là, tout le monde se connaît. Là, c'est la place que, oui, ils ont leur polyvalente, etc. Ils ont leur école primaire, mais ils reçoivent des gens aussi de l'extérieur. Comme Ville-Marie, ici, tout le monde se connaît. Absolument. Et puis ça, c'est comme si le gars restait, mettons, à quelques quinzaines de kilomètres et puis de son village. Quelqu'un qui est parti de Béarn, qui viendrait faire ça à Ville-Marie. C'est ça qui s'est passé. Il y a des gens qui connaissait cette personne-là. Son frère a sorti des réseaux sociaux immédiatement après, a reçu des menaces de mort rapidement. Tu sais, le gars, il n'y avait aucun rapport dans la situation. Donc, tu sais, il y a eu un événement en chaîne qui s'est passé. Oui, la tragédie, c'était incroyable. Puis en plus, là, code orange ou code je ne sais pas trop quoi, là, bleu ou code orange dans l'hôpital. Et l'aéroport est à Montjoly. Montjoly, c'était à 40 minutes peut-être de là. La 132, c'est pas une route facile, c'est une route, entre autres, en hiver qui n'est pas très belle. Très sinueuse. Très sinueuse. Là, tu as des ambulances qui descendent à la planche à Montjoly pour essayer d'envoyer ce pauvre monde-là, puis ces enfants et personnes âgées-là à Québec, vers les grands centres. Là, tu as ça pendant ce temps-là, mais tu as tout aussi l'aspect social. Là, tout le monde est sur le shake. Là, et puis, ce qu'on se disait la semaine avant, j'étais avec ma belle-sœur qui demeure là, elle me coûte toujours, et puis ma blonde, on est allé voir Disney on Ice pendant la semaine de relâche. Et puis, je suis jaloux. Donc, on discutait, puis ma blonde, elle me disait, je la trouvais un peu anxieuse dans ces trucs, mais elle disait, tu sais, elle dit, si on est dehors au Centre Bell, un beau maniaque pourrait décider, là, il y a des familles, puis il pourrait nous rentrer. Fait que là, je disais, calme-toi, Annie-France, ça n'arrivera pas, etc. Puis là, un moment donné, ils se mettent à parler des villages, puis ils parlent d'Amqui, puis je leur ai dit, bien banalement, ouais, on dit Amqui, ça se passe pas là, ces choses-là, tu vois ça dans un grand centre, etc. J'ai essayé d'un peu les calmer. La semaine d'après, ça arrive à Amqui, puis là, j'ai tout remis en perspective, ma réflexion là-dessus, puis je me disais, non, j'ai réfléchi trop vite, je me suis dit, ça se peut pas. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut très, très bien. Ça fait un peu du déni volontaire, dans le fond. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça se peut autant à Rouen que ça se peut à Matagami, que ça se peut à Percé. Écoute, à Fermont, ces trucs-là, quand ça arrive, ça fait en sorte que des fois, c'est imprévisible. On se dit, ça n'arrivera jamais chez nous. Et puis, la personne, elle, dans son petit appartement, elle
peut-être en train de se radicaliser au travers de plein de sujets. Puis écoute, pour avoir écouté de nombreux merconspis, j'ai remarqué que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont des auditoires quand même assez populeuses qui peuvent partager ces infos-là. Ça devient inquiétant quand que c'est pris pour du cash, puis que là, tu commences à vouloir, exemple, perpétrer un acte comme ça, parce qu'entre autres, parce que tu penses que les Chinois ont des postes de police cachés près de chez vous, puis qu'il y a ci, puis qu'il y a ça. Écoute, il y avait plein d'amalgames, malheureusement, là, qui faisait que c'était un mélange probablement de quelqu'un qui est soit en psychose ou whatever, qu'est-ce qui s'était passé. Moi, ça m'a quand même shaké beaucoup. Puis, tu sais, on était déjà un peu ébranlé de ce qui s'était passé à Laval quelques semaines auparavant. Ça arrive. Cette partie-là, je vais te dire, elle m'a un peu déboussolé, déséquilibré dans la perception que j'avais un peu de cette reprise d'après la pandémie. Dans le sens qu'on n'est pas en sécurité nulle part. Tu as eu cet instant-là, tu t'es dit, dans le fond, ça arrive à Amqui, ça peut arriver chez nous. Devant la maison, mon gars peut jouer au hockey devant la maison, puis il y a un chauffeur qui le ramasse. Absolument. Ou dans n'importe quel contexte que tu fais, OK, attends un peu la sécurité, il ne faut pas devenir non plus paranoïaque. Exactement, c'est ça que je voulais amener, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas s'empêcher de vivre. Puis des cas de santé mentale, c'est le ministre, je crois, c'est la journée même ou le lendemain que le ministre Bonnardel, le ministre Caquet, justement, provincial, qui a dit sous le coup de l'émotion, peut-être qu'on devrait revoir ceux qui ont des problèmes de santé mentale pour leur enlever leur permis de conduire. Mais c'était vraiment sous le coup de l'émotion. Ouais. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Ouais. Mais par contre, la logique, elle est là. C'est-à-dire, on va se dire, le contrôle des armes à feu est une excellente chose parce que ça devient encore plus facile si tu as accès à une arme à feu de commettre un geste comme celui-là. Puis c'est un fait que ça renforce la logique de dire qu'il faut contrôler les armes à feu en général, puis même s'assurer, c'est-à-dire, en fait, je suis pas d'accord avec cette idée qu'il faut cibler particulièrement une certaine classe de la population, c'est-à-dire qu'il faut carrément limiter l'accès aux armes à feu en général. On parle d'armes à feu, on parle d'une voiture, mais à la rigueur, là, tout devient une arme. Même le SM-58 qui a l'air de peser 3 livres dans les mains d'Anthony, il m'assomme avec, c'est une arme. Une balle de neige, c'est une arme selon la police. Hein. Mais c'est plus compliqué. Je descends mon escalier, Anthony, il y a je sais pas, il y a quelque chose un objet contondant. Il me pousse dans l'escalier. Mon escalier est une arme. À m'amener, c'est que les dangers sont partout, là. Non, je ne suis pas d'accord. C'est parce que il y en a certaines qui sont plus faciles, surtout, par exemple, quand tu as quelque chose qui te permet d'agresser quelqu'un avec une certaine distance. Parce que déjà, de servir d'un couteau, à moins que tu aies perdu complètement la carte, là, que tu peux être comme, je pense qu'il est arrivé avec le monsieur à Trois-Rivières. Mais la dose de courage d'utiliser un couteau ou une arme, il faut que tu sois en contact avec l'autre est un petit peu, je pense, plus grande que celle d'avoir une arme à feu où tu peux tirer à distance, sur un grand le résultat peut demeurer le même, par exemple. Oui, mais c'est-à-dire la probabilité est moins haute. C'est sûr, mais le résultat demeure le même. Ça peut provoquer la mort. Là. Mais par contre, il y a une autre hypothèse que j'avancerais. Si on établit, parce que ça n'est pas encore fait, je pense, parce que là on est sur le coup là, de trois événements là, qui sont arrivés à un temps très rapide, mais bon. Pardon? Non, parce que j'allais dire, oui, puis il y a d'autres choses aussi, des menaces de mort contre des politiciens que je vais parler après. Là, contre des journalistes. Parce que ça, c'est un problème. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'effectivement le passage à l'acte dans certains cas n'est pas aussi la conséquence du fait qu'on se décomplexifie, c'est-à-dire que c'est comme jugé comme correct puis normal d'aller crier sur la place publique puis d'avoir des gestes qui sont qu'il y a quelques années encore, on trouverait mais totalement déplacés. C'est l'impression que ça donne, c'est qu'engueuler, s'en prendre à des policiers, s'en prendre à des journalistes, s'en prendre à des politiciens, c'est comme correct. Puis non seulement c'est normal, mais en plus c'est souhaitable. Il y a une espèce de perte de ces limites-là qu'il y avait avant. Dans une société démocratique, c'est sain de critiquer, mais de là à justement. Critiquer n'est pas menacé. Là, non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que critiquer, c'est sain dans une démocratie, mais là, quand on tombe dans la menace de mort et ouvertement, là, c'est sur les.
Ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Est-ce que je Facebook. peux vous amener un exemple, les gars, juste pour appuyer la discussion? Je vais vous faire un partage d'écran. De ton expérience personnelle? Non, d'un cas qu'on a présentement au Québec. Ah ben oui, il était dans le Journal de Montréal. Oui. Je ne l'ai pas. Le fameux ouais. l'animateur de Call TV déchu, Tristan Bavaria, qui est accusé et qui risque l'extradition parce que le gars il est caché en Floride et il risque l'extradition pour avoir menacé de mort Patrick Lagacé. Puis là, je ne vais pas aller approuver ce que Richard Martineau, mais comme une horloge, ça peut donner l'heure 2 fois par jour, même si c'est brisé. Richard Martineau aussi porte plainte contre cette espèce d'énergumène-là pour menace de mort. Fait que dans le fond, ces gens-là qui, justement, utilisent les médias sociaux pour exacerber la colère de leurs suiveurs, de leurs followers. Il y a quand même plus que 10 000 personnes qui le suivent. Ben, un moment donné, il y en a peut-être un dans la gang qui va l'écouter puis qui va le faire. Puis ces gens-là, ils ont l'air déresponsabilisés complètement de leur Et désensibilisés, Joe aussi. Hey, en passant, bon choix de photo, j'aurais choisi la même. Non, mais c'est la photo du Journal de Montréal. Ouais, exactement. C'est bon. Pour les gens qui nous écoutent, qui nous écoutent pas en direct, il faut aller voir le Journal de Montréal du 4 avril. Ouais, je vais aller voir ça live. Tristan Bavaria, celui qu'on avait connu avec Call TV parce qu'il pognait les nerfs après son producteur. Il avait eu son 2 secondes de gloire et il était sombré dans l'oubli par la suite. Il y en a un autre, hein, Joe et Stéphane, Call TV, qu'on connaît très bien au Québec, dans le monde des conspirationnistes. Amélie Poul! Mais Tristan ça Bavaria, va bien chez Call TV, ça va bien. Tristan Bavaria, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était quand je suivais beaucoup ce monde-là des conspirationnistes pendant la pandémie. Puis à un moment donné, j'ai décroché parce que j'étais en train de m'en rendre malade. Mais écoute, moi, j'ai pas vu ça. Je le trouvais hyper drôle et divertissant tellement que c'était cave ce qu'il disait. Mais d'un autre côté, en effet, il y avait une recette pour qu'il y en a qui prennent ça pour du cash. Là. Ouais. Il avait l'air de connaître ça. En fait, son but, c'était de faire du cash. Oui, absolument. Puis comment s'appelle son entreprise aussi? Hampton Analysis. Oui. C'est censé vous faciliter la vie si vous décidez d'aller vous établir aux États-Unis. Donc, ouais, la Floride, c'est là qu'est le moton. Mais quand je parlais de normalisation tantôt, ce type-là qu'on vient de voir, Bavaria, est perpétuellement en colère. Tu as vraiment, c'est le type classique. C'est l'archétype du gars qui chiale dans son char. Ouais, mais surtout que la veine du cou va y péter. Là, mais ça rend normal la colère. C'est normal de pouvoir s'exprimer comme ça. C'est normal de pouvoir faire des menaces. T'sais. Gilles Proulx est un autre exemple qu'on a vu très récemment. Là, lui, la chaîne, il a débarqué encore plus. Déjà que c'était pas un prix Nobel. Là. Dans ce cas-là, je serais plus d'accord avec Isabelle Haché, donc qui a fait une chronique là-dessus dans la presse, une chronique, où elle dit c'est qu'avant, on tolérait ça. Avant, ça passait. Aujourd'hui, ça passe plus. Mais oui, ça, tu as absolument raison, Stéphane, mais avez-vous l'impression que maintenant, on est complètement, pas on, mais il y a plusieurs personnes qui sont désensibilisées, on dirait qu'ils n'ont plus peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent directement ces médias sociaux, que ce soit des menaces de mort, des opinions politiques qui sont des fois franchement dérangeantes. Du racisme. Le racisme, mais juste la crise avec toutes les trans présentement, aussi le fameux cas des drag queens, c'est tous des problèmes qu'on n'aurait pas eu si les gens se fermaient à gueule. Avant, on avait tous, mettons, un mononcle dérangeant au party de Noël qui avait ces opinions-là, mais qu'il n'allait pas dans... Souvent, il prenait pour Boston en même temps, c'est bizarre. Hein? Il prenait pour Boston. Mais on avait toutes ces personnes-là dans notre entourage, mais maintenant, ils sortent dans la rue pour, des fois, comme l'affaire justement de... comment il s'appelle la drag queen? Barbada. Catherine, ouais. À un moment donné, c'est que ta liberté, puis c'est toujours la même affaire, hein, c'est pour la liberté, c'est pour nos enfants. Mais à un moment donné, quand ta liberté vient entraver celle des autres, c'est là que, dans ma tête à moi, c'est entrave à la liberté d'expression. Mais on dirait que pour eux, leur liberté, leur concept, leur idée de liberté est meilleure que celle des autres. Alors, je veux imposer ma liberté. Et puis ça, dans ma tête à moi, c'est la définition de dictature.
C'est ce qu'ils dénoncent, la dictature, c'est ce qu'ils font. Ce que j'aime quand même, c'est que là, il y en a plusieurs là, qui commencent à passer en cours puis à avoir soit des amendes très salées ou t'es obligé de faire Oui, on du commence temps. à perdre leur maison. Il y en a beaucoup qui sont en train de perdre leur maison. Tu sais, la justice là, commence à faire un peu le ménage là-dedans. Le fait qu'il dénonce, moi, je trouve ça très sain de la part de Patrick Lagacé, surtout Ben, il faut le pour mener, une situation comme ça. Je pense que tu n'as pas le choix. Mm. Et on regarde un peu aussi, là, tu sais, déjà qu'on a le sang un peu chaud au Québec, puis qu'on a tendance à des fois à être un peu impulsif puis à faire Ah des ouais? choses réfléchies. Faut pas faire du gaslighting avec ça. Puis il y en a énormément là-dedans qui sont excellents dans le gaslighting. Lighting, je pense entre autres là, à la gang de Lux Media et puis leur gang de misogynes là, tels que Ah ouais, là, ça n'a juste pas de sens. Là. c'est déminable. Là, je ne nommerai Oh, pas ça, ici. ça, là, ça donne- Non, ça vaut même pas la peine de les nommer, mais je pense à Non. l'autre super misogyne, raciste, que. En tout cas, comme tu dis, j'aime mieux pas y donner de. Parles-tu du monsieur de 74 ans qui est en prison? Non, c'est un jeune néo-nazi là, qui est tout le temps avec cette gang-là. Là. J'ai oublié son nom. Yann Rochdy? Non, c'est pas Rochdy. Ah, l'autre qui est avec eux autres. Ouais, OK. Ouais. Bref, Je ouais, les c'est connais ça. pas. C'est ça. J'ai déjà nommé un nom de trop. Alors, mais toutefois, c'est qu'il y en a qui ont les moyens de rendre l'image, le setup attrayant, mais après ça, quand tu écoutes vraiment ce qui a été dit. Professionnel, entre parenthèses. En parenthèse, j'ai bien aimé, entre autres, notre cher ami Poppins sur Internet qui nous a fait, qui avait marqué, entre autres, aujourd'hui, c'est le poisson d'avril, tu sais, on prenait le temps de vérifier. Vérifier. Et puis, le 2 avril, nous sommes le 2 avril et vous pouvez continuer à vérifier les sources de ce que vous dites. Ou Joe, tu avais partagé quelque chose justement. On est le 2 avril, maintenant, vous pouvez croire tout ce que vous voyez sur Internet. Exactement. Très ironique. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait dire que là, je ne veux pas dire quelque chose de trop énorme, mais dire est-ce que le conspirationnisme serait un signe ou une conséquence de plus grande détresse psychologique? Est-ce qu'on se réfugie? Parce qu'on dit souvent, une des explications pour les gens qui adhèrent aux thèses, adhèrent de manière forte là, aux thèses conspirationnistes, c'est qu'ils veulent donner un sens à la réalité. Et c'est pour recadrer la réalité autour d'eux dans quelque chose qui fait sens. Est-ce que ça, c'est un signe de détresse psychologique? Mais je pense que oui, mais avant la pandémie, je ne sais pas, peut-être que j'interprète mal ce que tu dis, Stéphane, mais avant la pandémie, j'en reviens avec mon mononcle fatigant, là. Puis en passant, il n'y a personne que je vise. Là. Si j'ai un oncle qui se sent visé en m'écoutant, inquiétez-vous pas, il n'y a aucun de mes oncles. C'est un concept abstrait, le mononcle. C'est le mononcle modèle qui pense que la Terre est plate, qui pense que la Lune, c'est un hologramme, qui pense que le pape est mort depuis 2 ans, puis c'est un hologramme, que le monde est dirigé par une secte pédo-sataniste. Mais le problème, c'est que oui, avant, ça existait. Tout ce qui est Pizzagate, là, c'est avant la pandémie. Oh oui, ça date de la je salue les gars de Distorsion qui avaient fait un podcast là-dessus. Ouais. Puis, ils en parlaient ouvertement, mais sans dire que oui, c'est vrai, puis aller croire ça, puis là, il faudrait rentrer dans cette pizzeria-là avec des guns. Mais il y en a eu un gars qui est rentré dans la pizza, que je me souviens plus le nom, c'est Pizza Planète. Ouais. Qui est rentré là avec un gun, puis qui a dit « Je veux que vous m'ameniez au sous-sol. » Ping-pong. Planète Ping-Pong Pizza. Ouais, il y avait Ping-Pong là-dedans. Ping-Pong Pizza, quelque chose de même. Mais le gars est rentré là avec un gun et a dit au propriétaire « Amenez-moi au sous-sol, je veux libérer les enfants. » Et puis le propriétaire de répondre « Ici, il n'y a pas de sous-sol. » Tu sais, fait ça amène pas tout le temps, mais ça les peut arrestations s'en viennent. Puis les arrestations citoyennes, puis les affaires de même. Trudeau va se faire arrêter. Mais écoute, moi, là, les gars... Juste pour dire que ça existait avant, mais que maintenant, c'est totalement démocratisé sur les réseaux sociaux. Il est ouvert, il s'exprime ouvertement là-dessus, pareil comme si c'était la réalité. Plein d'amalgames et de généralisations sont tous entremêlés. Je pense que même, je dirais, les conspirationnistes de l'époque étaient peut-être à meilleure rigueur de leurs informations, entre guillemets. Ce que je voulais dire, c'est que
moi, je joignais aussi avec le trouble d'opposition. Il y en a qui aiment ça en maudit, ne pas dire comme les autres. Mais tu sais, mon exemple du gars qui prend pour Boston tantôt, c'est en plein ça. Il y a toujours quelqu'un dans une gang qui va dire le contraire des autres juste pour être différent. Puis il veut être en opposition, il veut montrer qu'il n'y a personne qui le contrôle, lui. Tu sais, moi, là... c'est pas un suiveux. C'est pas un suiveux, puis après ça, mais ils vont se victimiser énormément. Et puis, on s'est amusé là, dans des groupes d'amis là, à remplacer le visage de Jésus-Christ sur la croix par certaines personnes en se disant « Tu tentes de te victimiser présentement. Là. Écoute, c'est un martyr. Un martyr, mon cher, ça n'a aucun bon sens. Pauvre toi, on veut te vacciner et te mettre une puce dessus. » Non, mais tu sais, j'ai essayé de tourner ça en humour un peu avec eux, mais je sentais c'était vraiment moi, je veux pas être comme les autres. Puis là, ben, ils deviennent des leaders, puis ils parlent plus fort. Fait que là, il y en a d'autres qui suivent ça. Et ça dit, bon, c'est ce qu'il dit. Moi, tout, je trouve qu'on se fait fourreux, puis là, ils décollent. Mais quand on parle encore de ce lien entre la pandémie et la détresse psychologique, un élément qui me rend un petit peu plus sceptique, c'est, jusqu'à date, en tout cas pour ce que j'en ai vu, j'ai pas regardé les chiffres les plus récents, mais le taux de suicide n'a pas augmenté durant la c'est une autre affaire qui disent les conspirationnistes que les cadavres s'entassent, jonchent les rues. Et ils s'en réjouissent d'ailleurs à chaque fois qu'ils parlent des gens qui meurent. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu une augmentation marquée ou il n'y a pas un changement marqué dans le nombre de suicides, ce serait une indication en fait que la détresse n'est pas si présente que ça. Parce que je pense que le suicide, c'est l'expression, lorsqu'on veut exprimer violemment ses sentiments. Ben, avant de s'en prendre aux autres, dans bien des cas, les gens vont s'en prendre à eux-mêmes. Ils vont se dire qu'ils vont se suicider plutôt que de tuer d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je garde un bémol là, sur cette notion de détresse psychologique. Et là-dessus, je vais manger un chocolat en vous écoutant. C'est un bon facteur, en effet, pour évaluer la détresse, c'est sûr. C'est le bout, hein, c'est l'extrême. Tu sais, encore là, je crois que c'est comme des vagues. Et puis, je regarde encore le commentaire pertinent, le Francis No, là, qui mentionne, puis c'était un peu plus tôt, il disait c'est arrivé maintes fois dans le passé, tu sais, les FFQ, syndicats, circonscription au Québec, etc. Et juste en s'entendant, c'est tous des événements qui ont pu emmener à ce qu'il y a eu des drames au travers. Ça a déjà brassé au Québec. Là, dans l'histoire de l'humanité, là, ça a déjà brassé. On ne dit pas que aujourd'hui, c'est l'apocalypse, puis c'est l'anarchie. Non, c'est ça, ça culmine après ça à un certain point. Là. Juste une petite parenthèse, en ce moment, en secondaire 4, on est rendu dans les années 60-70, et là, je parle du FLQ. Hey, ils faisaient sauter des bombes dans des boîtes à mal. Ah, c'était des attentats terroristes. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. C'était grave, là, la crise d'octobre. Là. Absolument. Stéphane a vécu. Il y a eu des dommages collatéraux de tout ça, probablement. L'armée est débarquée dans la rue à Montréal. Ça a eu de l'impact. Les 5 années avant 1970, là, au Québec, ça brassait. Même 10 ans avant, début des années 60. Mais c'est pas très comparable à ce qu'on pouvait vous retrouver, par exemple, en Europe ou ailleurs. On salue nos cousins français, justement, qui ne veulent pas se retraiter à 64 ans, alors que nous, c'est à 65. Parce que la violence qui était, par exemple, des groupes d'extrême gauche, à l'époque, les mouvements terroristes étaient surtout à gauche, là. Était autrement plus grande que ce qu'on pouvait trouver ici. Ici, en plus, justement, j'ai envie de vous dire, il ne faisait que sauter des boîtes à mal avant qu'il passe, par exemple, aux enlèvements. Il y a un policier qui a été gravement blessé, je me rappelle, en tentant de désamorcer une bombe. Mais si je me souviens bien, même il appelait pour dire qu'il y a une bombe dans telle boîte à mal. Là, parce que ce qu'il voulait, c'était le terrorisme, l'utilisation du terrorisme à des fins de visibilité. Exactement. C'est pour avoir l'appui des médias, avoir de la couverture médiatique, comme un Trump qui utilise son arrestation pour se faire voir et faire de l'argent. C'est une raison pour qu'on parle de lui, pour qu'on mette l'emphase, de la lumière là-dessus. J'allais dire, en parlant de la crise d'octobre, ça me tente quasiment de mettre dans nos épisodes archives une fois par mois ou deux fois par mois. J'avais rencontré le fils de Paul Rose qui était venu parler justement de la crise d'octobre et de son père, de savoir c'est qui ce Paul Rose. C'était un très bon épisode. C'était pour justement, en même temps, pour marquer, si on veut, le 50e anniversaire de la crise d'octobre dans ce temps-là. Moi, j'ai rencontré le juge de Paul Rose, qui était mon oncle. Pour vrai?
Ah, ouais. Il l'a condamné à combien d'années? Je me souviens plus. Il faudrait faire une recherche, mais mon cousin me racontait que toute cette période-là, la période du procès, tout ça, il y avait tous des systèmes d'alarme et des systèmes pour indiquer s'il y avait un problème ou il n'y avait pas de problème dans la maison parce qu'il y avait des patrouilles de police très fréquentes devant la maison et tout. Et tout. Aïe, aïe. Aïe, hein? Ouais. Les gars, je pense qu'on va finir cet épisode-là. Ce premier épisode où est-ce que Anthony t'es présent. Oui. Que j'ai adoré l'expérience, toi. Ah, moi aussi, écoute, très confortable, c'était vraiment plaisant. T'es bien sur une de mes chaises de cuisine? Vraiment, Ouais, on est bien super. assis chez toi. Parce que là, je ne vais pas te donner mon ancienne chaise de bureau où est-ce que mon chat va se coucher. Pleine de poêles. Il est impossible, malgré le fait que j'ai passé l'aspirateur maintes et maintes fois dessus, il m'est maintenant impossible de retirer tous les poils qui s'y sont logés. Fusionné. Ça a fusionné avec la chaise. C'est un peu écœurant. Et je sais que tu es beaucoup allergique aux poils de chat. Merci de ce respect, mon cher. Oui, voilà. Jonathan Saint-Pierre dit le prof. Jonathan Saint-Prof dit le Pierre, merci beaucoup de cette conversation du mercredi soir. C'était un plaisir, comme à chaque semaine, mon ami. Yes. Et puis, professeur Roussel, l'inoxydable, dis-je bien, merci. Merci. Merci à Anthony, c'était vraiment intéressant. J'aurais dû écrire Jay et Anthony. J'ai pas pensé. Paumé, ouais. Voilà. Oui, parce que vu que c'est la première fois qu'on se rencontre, puis moi, ça me prend du temps avant de mémoriser les noms. Là. Un prof ne se rappelle pas des noms, c'est bizarre. À la fin, généralement, mes étudiants du mois de janvier, je connais leur nom à la mi-avril. Ça ressemble à ça. Moi, tout, je suis pas bon avec les noms. Puis c'est pas. Zéro. J'aime pas les élèves. Je ne suis pas bon avec les noms. Mais je les oublie rapidement aussi par la suite. Moi, je commence à avoir des élèves qui ont maintenant 25 ans, 24, 25 ans, puis ils viennent me voir. Puis pour eux, c'est une éternité, 10 ans, tandis que nous, à notre âge, rendu à la trentaine, c'est comme hier. Et puis, il m'arrive, hey, tu te souviens-tu de moi? Absolument. Mais je me souviens plus de ton nom. Je me rappelle de toi, mon petit. Oui, vraiment. Ça me revient pas. Même si j'ai répété ton nom sûrement un bon millier de fois dans une année scolaire, je me souviens plus de ton nom. Alors, mais les visages, ça, ça reste ancré dans ma mémoire. Alors, merci beaucoup, messieurs. Anthony, j'espère. Là, ta saison de hockey est terminée, c'est ça? Avec les Pirates de Ville-Marie. Totalement. Donc, j'ai beaucoup de disponibilité ce printemps. Je sais que tu fais une petite pause dans la période estivale. Mais, un petit peu, mais si tu es proche. Toujours ouvert à participer à n'importe quel sujet. Je suis down pour être là. Puis, on n'a pas juste parlé de sujets liés à la santé mentale avec toi. On a parlé de musique, 2-3 épisodes de musique avec Martin Godette. En passant, on a parlé tantôt qu'on salue. On a parlé, un de nos premiers épisodes ensemble, c'était sur Maurice Richard, qu'on a tapé à l'école sur une heure de dîner. Oui. C'est vrai, je me souviens très bien. Aussi, un épisode sur... il y a eu Jean Béliveau aussi. Jean Béliveau, ça se peut. On a 17 ans, je ne me rappelle plus. Je pense que Guy Lafleur, qui est décédé. Mais on a aussi fait un épisode sur Ramsès II et Akhenaton. Oui, Akhenaton aussi. Qui était un excellent épisode. Un de nos seuls épisodes sur l'Égypte antique. C'est vraiment déplorable. On devrait en faire plus. Mais il y a plusieurs épisodes avec Anthony. Je t'avais de faire une liste de lecture. Notre entrevue avec Mike Sawatsky. L'entrevue avec Mike Sawatsky, absolument. Alors, il y en a plusieurs. Je suis vraiment à veille de faire une liste de lecture sur notre chaîne YouTube, SLTDH et Anthony Pomerleau. Parce que tu es vraiment un collaborateur quand même régulier. Ça faisait longtemps, parce que là, tu es occupé maintenant l'hiver avec le hockey sur glace à Ville-Marie. Oui, mes cadouailles. Oui, et ta marmaille. Ta marmaille, ta populace, ta portée que tu as chez toi. Parce qu'Anthony... mon effort démographique. Tu as vraiment fait un effort démographique pour le Québec. On t'en remercie. Tes gènes vont durer 1000 ans. Parce qu'Anthony a 4 enfants, il faut le rappeler. Alors, merci beaucoup, Anthony. Merci. Un grand plaisir. Merci à Francis No, qui était, je pense, le seul patron présent ce soir. Oui. Mais on salue les autres patrons. Je veux saluer aussi tous les autres abonnés qui suivent Sur la Terre des Hommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, etc. Merci à nos patrons, justement, les curieux stagiaires, historiens, érudits, nos orateurs construction avec un S Rivard de Rouyn-Noranda et puis le miel Habitémis.
Pour les rejoindre, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur patreon.com/SLTDH. Ça commence à 2 $ par mois. 2 $ par mois maintenant, c'est moins cher qu'une bouteille d'eau au dépanneur. Alors, patreon.com/SLTDH. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous et aussi de suivre et de vous abonner à la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.